Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Vous voulez savoir, alors parlons vrai ce matin avec Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste et député de Seine-et-Marne. Olivier Faure, bonjour. Bonjour à vous. Bien, le président chinois est toujours en France, avec Xi Jinping. La Chine s'engage à ne plus vendre d'armes à la Russie. Est-ce que vous y croyez ? Je ne sais pas s'il faut y croire. Ce que je sais, c'est que la Russie est aujourd'hui l'allié principal de la Russie en Ukraine, parce qu'elle est celle La Chine, oui, et l'allié principal de la Russie. Oui, pardon. La Chine est l'allié principal de la Russie, tout simplement parce que la Chine permet d'écouler le gaz russe et elle est aujourd'hui, en fait, celle qui l'alimente sur le plan financier. Et donc, les armes ne transitent pas directement par la Chine. De toute façon, elle donne les moyens à la Russie d'acheter des armes ailleurs. Donc, de toute façon, la Chine restera un allié de la Russie. Le soutien chinois est réel, le soutien chinois à la Russie est réel. La visite de Xi Jinping en France, j'ai lu la tribune de Raphaël Glucksmann dans Le Monde qui dénonce l'obséquiosité dont Emmanuel Macron ferait preuve. Très bien, mais moi je me souviens de François Hollande recevoir Xi Jinping aussi, à Versailles, tapis rouge, même chose, exactement la même chose. Vous étiez même député à l'époque. Alors l'obséquiosité est partagée, non, Olivier Faure ? Recevoir un chef d'État, et y compris avec le tapis rouge, ça ne m'étonne guère, et ça a toujours été le cas. Et c'est une réalité que tous les diplomates connaissent, et on peut la considérer comme faisant partie des usages et des codes. Oui. Ce qui change avec cette visite de Xi Jinping, c'est la volonté du chef de l'État de le traiter en ami et de l'emmener, y compris donc dans les Pyrénées, dans le territoire familial, celui de l'enfance du président de la République, en laissant penser qu'il y a une amitié qui serait là, une amitié naissante avec un dictateur, et laisser penser qu'il pourrait l'amadouer. Et c'est là que Raphaël Glucksmann a entièrement raison de parler d'obséquiosité. On est là avec un chef d'État qui n'est pas en réalité un ami, qui ne comprend qu'une seule langue. C'est le rapport de force. Et le problème avec le président chinois, c'est qu'il n'est pas venu avec l'intention de nous dérouler, lui, un tapis rouge, mais de venir chercher à diviser l'Europe, parce qu'il a des objectifs qui sont des objectifs très clairs et qui ne sont pas des objectifs amicaux. Et c'est la raison pour laquelle on doit maintenir une relation diplomatique, mais ne pas être dupe de ce qu'il se passe. Et ce que fait Emmanuel Macron, c'est ce qu'il a déjà fait avec Vladimir Poutine. Emmanuel Macron flatte les régimes autoritaires, vous le pensez, mais pourquoi ? Mais je pense que... Il est fasciné par les régimes autoritaires ou pourquoi ? Je ne dirais pas qu'il est fasciné par les régimes autoritaires, je dis simplement qu'il a ce rapport à lui-même qui est tel qu'il pense qu'il pourra toujours séduire, y compris les pires. Et c'est ce qu'il avait cherché à faire avec Vladimir Poutine, y compris bien après le début de la guerre en Ukraine, où il pensait que la relation personnel entretenu avec le dictateur russe lui permettrait en fait de venir à bout de ce conflit. La réalité, on la connaît, c'est que Poutine ne connaît effectivement lui aussi qu'un seul langage, celui des armes, celui du rapport de force, et c'est la raison pour laquelle nous devons leur parler un langage qu'ils comprennent, un langage qui est celui de la fermeté, celui du rapport de force, parce que c'est la seule façon d'être entendu et compris. Oui, rappelez que nous condamnons ce que vous appelez ce qui se passe au Xinjiang contre les Ouïghours, stérilisation, avortement forcé, camp de travail, etc., déportation, etc., etc. C'est un génocide pour vous ? Oui, j'avais été celui qui avait fait reconnaître le génocide par le Parlement français, et je me souviens. Je maintiens que effectivement toutes les conditions du génocide, y compris le caractère intentionnel, qui est en fait ce qui distingue le massacre du génocide, c'est le caractère intentionnel, la volonté de supprimer tout ou partie d'un peuple, d'une population. Et c'est exactement le cas. Alors c'est un génocide qui prend une forme qui est très différente des génocides que nous connaissons par ailleurs dans l'histoire du monde, parce que il n'y a pas de massacre direct, mais on stérilise les femmes, on les fait avorter, on organise le travail forcé, on détruit la culture ouïghour pour effacer un peuple de la surface du Xinjiang. Je suis frappé. Depuis que Xi Jinping est en France, personne n'évoque Taïwan. Or, c'est un point essentiel. Si Taïwan est envahi, faudra-t-il se porter à son secours dans le cadre d'une coalition internationale ? C'est une question que j'espère que nous n'aurons jamais à nous poser. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous devons, dans un premier temps, imposer un rapport de force et rappeler que nous ne voulons pas faire subir à Taïwan ce que Hong Kong a subi. Et oui.
Parce qu'on parle de Taïwan, on pourrait parler de Hong Kong, on peut parler du Tibet. Oui. Et on peut parler du Xinjiang. Donc, en fait, on est face à un impérialisme chinois. Face à un impérialisme chinois qui ne s'est jamais démenti. Et donc, avoir ce langage qui est un langage de responsabilité, de force, de courage aussi face à un grand pays qui mérite notre attention, mais qui ne peut pas considérer qu'il a carte blanche pour faire ce qu'il souhaite. Enfin, on n'a rien dit. Le Tibet envahi, le Xinjiang traité comme il est traité, Hong Kong, la communauté internationale n'a rien dit. Je vois pas. Taïwan, ça mériterait une coalition internationale se portant au secours de Taïwan? Ça mérite effectivement de faire en sorte que rien ne se passe du côté de Taïwan et que nous puissions nous faire comprendre aussi des Chinois en organisant notre propre souveraineté. Pourquoi les Chinois se pensent capables aujourd'hui d'avancer partout? Tout simplement parce qu'ils savent très bien, et c'est en réalité pensé, conçu, on peut faire confiance aux communistes chinois pour planifier leurs propres actions. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à rendre dépendant le monde européen, le monde occidental, de leurs propres produits. Parce que tant que nous sommes dépendants des Chinois, à tout point de vue, sur la question des véhicules électriques, sur la question de l'énergie, sur la question des médicaments, ils savent que nous n'avons pas d'autre choix que de rester en relation avec eux, ne serait-ce qu'en relation commerciale. Et donc nous devons nous-mêmes nous organiser de manière à ne plus dépendre d'eux. Et ce qui est frappant aujourd'hui, c'est de voir que vous avez, je pense aux entreprises photovoltaïques, nous n'en avons que 2 en France. Et aujourd'hui, elles sont victimes du dumping chinois qui casse les prix, qui subventionne à mort sa propre industrie pour pouvoir venir donc cannibaliser le marché européen et derrière nous rendre totalement dépendants. Et que fait la France? Rien. Et j'étais il y a quelques jours avec Raphaël Glucksmann à côté de Nantes, pour voir Systovi, et de voir que cette entreprise qui était bénéficiaire, qui aujourd'hui est en train de couler et qui est en train d'être liquidée tout simplement parce que nous n'avons pas les mêmes armes que les Chinois adoptent pour leur propre industrie, il y a là un scandale industriel. Oui, Olivier Faure. La Chine détient 60% des industries zéro carbone, contrôle 80% du polysilicium, élément clé dans la fabrication des panneaux solaires. La Chine contrôle 70% de la fabrication de cellules au lithium pour les véhicules électriques. Alors justement, l'Europe veut absolument imposer les véhicules électriques d'ici 2035. Mais n'est-ce pas une folie ? N'est-ce pas la porte ouverte aux véhicules électriques chinois qui déjà envahissent nos ports? Alors, c'est effectivement une question qui est une question que vous avez entièrement raison de soulever, mais ça dépend de la volonté des Européens. Le signal a été donné aux constructeurs. Comment est-ce qu'on fait pour les accompagner, pour les aider? Comment est-ce qu'on fait pour que nous puissions retrouver ici, sur notre sol, des entreprises qui savent fabriquer des batteries? Comment est-ce qu'on fait pour que nous ayons ce génie-là, alors même que pour l'instant, dans ce domaine, nous avons laissé les Chinois devenir l'usine du monde. Donc la question, elle est bien de Mais nous savoir les encourageons. Les Allemands, les constructeurs allemands vont faire fabriquer leurs modèles et passent des accords avec les Chinois. Donc encourage les Chinois à fabriquer des voitures électriques sous marque même européenne en Chine. Mais il n'y a pas que les Allemands. Les Français aussi. Nous aussi, oui. Et sur les panneaux photovoltaïques, c'est les panneaux photovoltaïques qui sont encouragés et qui sont achetés par qui? Oui. Par EDF, par Total Energy, par des entreprises françaises qui préfèrent acheter à bas coût aujourd'hui plutôt que de développer une entreprise, des filières européennes qui permettent de concurrencer. Comment pouvons-nous accepter que ce marché-là soit capté définitivement par les Chinois et que nous soyons dépendants pour toujours d'une énergie dont on sait qu'elle est une énergie d'avenir. Donc ça suppose effectivement que nous reprenions le taureau par les cornes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Europe, il faut absolument imposer des barrières douanières. Il faut un protectionnisme écologique. Un protectionnisme en Europe. Absolument. Absolument. Sur les produits chinois, comme le font les Américains d'ailleurs. Absolument, comme le font les Américains. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous avez dans le port de Rotterdam aujourd'hui tant de panneaux solaires chinois? Parce que le marché américain s'est fermé aux Chinois. Et donc, ils ont rapatrié l'ensemble de ces productions sur l'Europe en espérant pouvoir nous inonder et faire en sorte que nous soyons complètement captés. Donc, la question, c'est comment est-ce que nous ne devenons pas les dindons de la farce du commerce international? Comment est-ce que nous ne sommes pas les seuls idiots utiles de la mondialisation? Et ça suppose que l'Europe, devienne adulte et qu'elle se prenne en charge véritablement. Parlons des Européennes. Vous voulez plus d'Europe. Vous êtes un Européen convaincu. Absolument. Plus d'Europe. Une Europe fédérale?
Une Europe fédérale ou pas? On n'en est pas là. Je dis simplement... Non, mais est-ce qu'un jour, vous seriez prêt à une Europe fédérale? Mais écoutez, on en est... Enfin, si je dis qu'on n'en est pas là, c'est tout simplement... C'est un mot qui fâche. C'est un mot qui fâche à juste raison, parce que nous sommes aujourd'hui attachés à ce qu'est la démocratie, et la démocratie, elle passe par les États-nations. Et donc, pour l'instant, je vois mal comment nous pourrions imposer une Europe fédérale. Les États-Unis d'Europe, c'est pas pour aujourd'hui. Est-ce que ça viendra un jour? Est-ce que le rêve de Victor Hugo sera un jour assumé? Sans doute, mais je crains que vous et moi, nous ne le connaissions jamais. Vous aimeriez qu'il soit un jour... J'aimerais que le peuple européen sache effectivement parler d'une seule voix et sache faire face à tous ces géants que sont les Chinois, les Brésiliens, les Américains, bref, tous ces pays continents qui sont capables aujourd'hui de nous damer le pion, et donc il y a besoin d'avoir une Europe qui soit une Europe forte, une Europe qui soit une Europe puissance, une Europe qui sache... Là, vous reprenez les mots d'Emmanuel Macron, l'Europe puissance. Ce sont les mots socialistes depuis bien plus longtemps qu'Emmanuel Macron. Nous avons toujours cherché à avoir... Sauf que vous, les socialistes européens, vous êtes bien divisés. Parce que je regarde les votes de Raphaël Glucksmann et les votes des socialistes européens, je vois qu'ils sont bien différents. Pacte asile-immigration, présenté par Pedro Sanchez, qui est socialiste, Premier ministre espagnol, qui a porté ce pacte. Raphaël Glucksmann vote contre. Accord libre-échange entre l'Union européenne et d'autres pays. Les socialistes votent pour en Europe. Vous votez contre. La loi climat, pour les socialistes, contre Glucksmann. Plan de relance, les socialistes votent pour, Glucksmann contre. Alors vous pourriez citer tous les points sur lesquels nous sommes d'accord. Oui, non mais d'accord, ce sont des points importants, Olivier Ce sont des Faure. points importants, mais pourquoi? Vous êtes en désaccord avec tous les autres socialistes d'Europe? Non, pas tous. La plupart, non. Pardon, la plupart. Nous ne sommes pas les seuls. J'ai bien regardé, la plupart. Vous pouvez regarder, vous verrez qu'il y a sur chaque vote des socialistes européens qui votent avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Le débat européen, il est de quelle nature? Il est à la fois idéologique, et puis il est aussi national. Et nous avons parfois des désaccords. Quand on prend les accords sur le Mercosur, par exemple, avec l'Amérique latine, vous avez des pays dans le sud de l'Europe, et je pense par exemple à l'Espagne, qui ont un intérêt évident à continuer à commercer avec ces pays-là. Mais la France n'a pas signé les Mercosur pour l'instant. Est-ce que c'est le cas pour la France? La réponse est non. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls en France à être contre le Mercosur. Ça comprend, en fait, je crois qu'à peu près tous les partis français sont aujourd'hui contre les accords de libre-échange sur le Mercosur. Donc vous avez, en fait, un tableau un jeu qui se joue à double niveau, idéologique et national. Et parfois, nous défendons effectivement des positions qui sont des positions nationales, parce que nous n'avons pas toujours le même point de vue que tous les Européens, parce que les Européens ne parlent pas toujours d'une seule voix, et c'est lié à ce que sont les intérêts des uns et des autres. Et c'est regrettable, mais c'est comme ça. Dans tous les cas, il y a deux gauches irréconciliables en France. On est bien d'accord. Votre gauche, qui est une gauche universaliste, si je comprends bien, socialiste, humaniste, et la gauche nationaliste, et la gauche de Jean-Luc Mélenchon. C'est terminé. Fini la NUPES, c'est irréconciliable. Je crois que Jean-Luc Mélenchon fait tout pour rendre impossible une alliance des uns avec les autres. Il est celui qui met le feu à la plaine chaque matin. Il est celui qui, depuis le 7 octobre, n'a cessé de chercher à creuser l'écart entre les uns et les autres. Là où je ne suis pas d'accord avec votre expression, c'est que je ne crois pas aux gauches irréconciliables, au sens où je ne crois pas que les électeurs et électrices de gauche soient irréconciliables. J'ai même le sentiment que nous pouvons les réconcilier et faire en sorte qu'ils puissent avancer d'un même pas sur la voie d'une gauche qui soit à la fois européenne, humaniste, féministe, sociale, écologique. Tout ça, je le crois. En revanche, je crois qu'effectivement, il y a des gens qui se rendent irréconciliables. Quand vous avez des gens qui, y compris sur des débats qui auraient dû, en fait, nous conduire à être toutes et tous ensemble. Je pense à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Mais comment est-il possible que vous ayez des gens qui cherchent à rendre ce débat-là minoritaire, en cherchant à s'en accaparer l'exclusivité? Mais regardez ce qui se passe entre l'Espagne et la France. Pedro Sanchez, que vous venez de citer, qui est aujourd'hui celui qui, parmi les chefs de gouvernement et chefs d'État européens, est celui qui est le plus en pointe sur le sujet. Il a réussi à en faire un sujet sur lequel il a entraîné
une majorité d'Espagnols. En France, vous avez un combat qui reste minoritaire, alors qu'il devrait être majoritaire, tout simplement parce que vous avez cette incapacité pour la France insoumise, en tout cas pour le noyau dur autour de Jean-Luc Mélenchon, à penser à la fois au peuple palestinien, qui aujourd'hui vit un drame, une tragédie, mais en même temps penser aux Israéliens, qui ont vécu aussi une tragédie de 7 octobre. Est-ce que les filles emploient les méthodes de Trump ? Ça peut arriver, c'est ce que j'ai dit effectivement. Oui, c'est ce que vous avez dit. Quand je vois que Manon Aubry, que je considère et que je respecte, mais utilise en fait les fake news pour essayer de remonter dans les sondages, je m'indigne. Laissez penser une seule seconde que Raphaël Glucksmann, et c'est ce qu'elle a fait dans son tweet, laissez penser que Raphaël Glucksmann toucherait de l'argent des lobbies, alors qu'il a toujours tenu tête face aux lobbies précisément. C'est scandaleux. Laissez penser que l'argent qu'il a reçu, au-delà de sa rémunération classique de parlementaire européen, relèverait d'intérêts privés. C'est une honte. Alors que l'argent qu'il a reçu, chacun le sait, c'est l'argent des livres qu'il a vendus, comme Jean-Luc Mélenchon reçoit de l'argent quand il vend des livres. Et donc là, il y a là une forme d'écœurement chez moi. D'écœurement parce que toutes les armes ne sont pas possibles. La fin ne justifie pas toujours les moyens. Et donc on ne peut pas utiliser n'importe quelle arme, et la gauche ne peut pas reprendre les armes de l'extrême droite si elle veut se faire entendre. Si nous voulons être entendus, nous devons parler un seul langage, celui de la vérité, parce que seule la vérité permet l'humanité. Quel que soit le résultat de Glucksmann le 9 juin, vous préparerez après le 9 une coalition sans Mélenchon. Une coalition de gauche sans Mélenchon, c'est clair. Mais je crois que c'est absolument clair. Il n'y a aucune possibilité aujourd'hui de retrouver quelqu'un qui traite Jérôme Guedj de délateur. Sur votre plateau, qu'a-t-il dit? Est-ce qu'il a interdit quoi que ce soit? Est-ce qu'il a appelé à l'interdiction de quoi que ce soit? Est-ce qu'il a appelé à ce qu'on censure la France insoumise? C'était ici, Jérôme Guedj. C'était ici, c'était devant vous. C'était avec moi, oui. Voilà. La réponse, vous la connaissez, c'est non. Il n'a rien dit. Il a simplement permis, le moindre des choses, dans un débat, d'avoir une interrogation sur le logo de l'organisation qui accueillait Jean-Luc Mélenchon. Oui. On avait le droit de le contester là-dessus. On avait le droit de dire que d'autres organisations utilisaient la même carte pour des causes qui étaient des causes inversées, si j'ose dire. Voilà. Donc, on pouvait le contester. Mais le traiter de délateur, le faire comme ce qu'a pu écrire Jean-Luc Mélenchon dans son blog cette semaine, en étant dans l'ambiguïté, dans une forme, je ne sais même pas comment la qualifier, mais enfin on voit bien qu'il flotte avec les lignes jaunes et qu'il est en permanence dans une forme... Je ne sais pas comment le dire, en fait, mais... Allez-y, dites ce que vous avez au fond de votre pensée. N'hésitez pas, on est franc, on assume. J'assume, mais je vois bien qu'il est là à toujours tourner autour du pot et toujours chercher à qualifier les gens en parlant de son judaïsme, en parlant de ses attachements, de ses adhésions, laissant penser qu'il serait lui-même otage d'une communauté, la communauté juive. Tout ça est indigne. La réalité, c'est que Jérôme Guedj, il a depuis toujours eu une parole responsable sur ce conflit. Il a été de ceux qui, avec les socialistes, ont toujours été à la fois en soutien des Israéliens le 7 octobre, et depuis le 7 octobre, a refusé une punition collective des Gazaouis. Donc plus jamais de coalition avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, de lui-même, a fait un choix qui est celui... Vous ne travaillerez vous ne travaillerez plus politiquement avec Jean-Luc Mélenchon. Mais je vous réponds, je vous dis en réalité que nous avions conclu avec la NUPES un accord qui était un accord qui devait, alors qui avait exclu les questions européennes et internationales. Mais parce que nous étions dans un éventuel accord de cohabitation avec Emmanuel Macron si nous avions gagné. Et nous pouvions imaginer à l'époque que Jean-Luc Mélenchon avait compris qu'il devait devenir non pas le chef de file d'un noyau dur à la France insoumise, mais le chef de file de l'ensemble de la gauche, et donc recentrer son propre discours, être capable de se mettre au centre de gravité de la gauche. Il ne l'a pas fait. Donc la question
la question s'est posée à de multiples reprises. Ça s'est posé avec l'affaire Quatennens, avec l'affaire des retraites, avec les violences urbaines au mois de juin et juillet de l'an passé. Puis ensuite avec le 7 octobre. À chaque étape, Jean-Luc Mélenchon n'a pas cherché à trouver ce qu'était la parole commune, mais à chercher à emmener la gauche sur les positions les plus radicales. Eh bien, la réponse, pour nous, c'est non. C'est non parce que nous l'avons alerté. Donc vous ne travaillerez plus avec Jean-Luc Mélenchon? Mais je pense que la question s'est tranchée d'elle-même et que, après avoir même proposé un moratoire, permettre à Jean-Luc Mélenchon et aux siens de réfléchir, je vois que la pente qu'ils ont suivie est une pente qui cherche à creuser à chaque étape les écarts entre les uns et les autres. Et donc, nous ne pouvons pas accepter de travailler avec des gens qui cherchent à creuser l'écart. Là, au contraire, il fallait chercher les points communs. Faire en sorte que nous puissions diriger ensemble ce pays. Il fait le jeu du Rassemblement national? Je pense que par ces outrances, je ne vais pas le rendre responsable de la montée du RN, ce serait absurde. Non. Et je pense qu'il a des positions qui méritent parfois d'être défendues. Simplement, et je ne mélange pas Jean-Luc Mélenchon avec Marine Le Pen. Je ne mélange pas dans une espèce de discours un peu mainstream aujourd'hui les extrêmes. Il n'y a pas les extrêmes. Il y a d'un côté l'extrême droite dont on connaît les dangers, et on a les outrances de Jean-Luc Mélenchon qui malheureusement se complaît dans une forme de conflictualité permanente qui nuit à la gauche parce qu'elle lui impose un plafond de verre qui descend chaque jour plus bas. Et voilà. Mais enfin, je ne mélange pas les uns les autres. Bien, le Proche-Orient, quelques mots quand même, parce que Israël a commencé son opération militaire sur Rafah. Il y a eu des bombardements. Il y a apparemment la volonté de s'engager au sol à Rafah, d'engager l'armée israélienne au sol à Rafah. Il y a d'ultimes négociations au Caire aujourd'hui qui vont peut-être essayer de trouver une solution pour un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu doit être conditionné à la libération des otages, c'est clair. Il faut les deux. Il faut à la fois libérer les otages et un cessez-le-feu. C'est évident que, d'ailleurs, moi, ce que je comprends de ce qui est proposé aujourd'hui par les Égyptiens et les Qataris, accepté par le Hamas, c'est bien, en fait, cette double exigence. Et donc, ce que je trouve terrible ce matin, Jean-Jacques Bourdin, c'est que le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou sait très bien que dans cette ville de Rafah, il y a aujourd'hui regroupé 1,2 million de Palestiniens. Et que, en attaquant Rafah, il y a un drame qui se prépare, une tragédie avec des milliers de femmes, d'hommes, d'enfants qui vont en réalité périr sous les bombes israéliennes alors qu'ils ne sont coupables de rien et qu'ils sont les victimes à la fois du Hamas et de Tsahal aujourd'hui. C'est un peuple qui est aujourd'hui doublement victime, lui aussi pris en otage par le Hamas, parce qu'ils ne sont pas aujourd'hui à se réjouir. Il y a eu, paraît-il, des scènes de liesse quand le Hamas a accepté l'idée d'un cessez-le-feu, parce que cette population, elle vit le martyre depuis des semaines et des mois. Et donc, il est urgent d'aller à un cessez-le-feu. Et j'espère que dans les prochaines heures, la pression, et y compris des populations de la société civile israélienne qui manifestaient encore hier soir dans les rues de Tel Aviv pour demander un cessez-le-feu, parce que eux aussi veulent en finir avec la guerre, parce que eux aussi veulent en finir avec les crimes de masse. Et donc, il y a là une nécessité absolue, et l'Europe doit peser de tout son poids, et la France doit peser de tout son poids. Ce que vous reprochez, les filles, c'est de ne pas parler de génocide lorsque vous évoquez l'intervention israélienne à Gaza. C'est ce que vous reprochez, les filles. C'est ce vous que ne parlez pas de génocide. Je parle de risque génocidaire parce que c'est les mots qu'utilise la justice internationale. Et je vois que quand la LFI est interrogée sur les Ouïghours, là où il y a eu par contre un tribunal qui s'est réuni à Londres il y a maintenant 2 ans et qui a reconnu un génocide, là la FI a plus de mal. Moi je parle la langue du droit international, je parle la langue de la justice. Si demain il est reconnu un génocide, je parlerai de génocide. Je ne veux pas anticiper, parce que le génocide, il y a un massacre aujourd'hui qui est évident à Gaza, mais le caractère intentionnel, la volonté d'exterminer tout ou partie d'un peuple, ce caractère intentionnel doit être examiné par la justice, et c'est la raison pour laquelle nous n'employons pas ce mot à ce stade. Mais l'évidence, c'est que la question aujourd'hui n'est pas d'avoir une bataille sémantique et juridique sur savoir ce qui se passe. Il y a une tragédie aujourd'hui à Gaza et elle doit être interrompue, et c'est maintenant qu'il faut l'obtenir. Bien, dernier mot, mais très court. Un nouveau forage pétrolier menace-t-il l'alimentation en eau potable de la ville de Paris? En Seine-et-Marne, ce forage pétrolier, oui, absolument. L'alimentation en eau potable de Paris est menacée.
Absolument. J'étais hier à Nonville, Oui. qui est un petit village de Seine-et-Marne, Oui. en bas de chez moi. Et dans ce village, eh bien, figurez-vous que entre Noël et le jour de l'an, pendant que vous festoyez avec votre famille et vos amis, eh bien, il y avait un gouvernement qui n'était pas inactif. Madame Borne a signé une autorisation qui n'avait jamais été obtenue jusqu'ici pour multiplier par 5 le périmètre d'exploitation de l'entreprise pétrolière Bridge Energy sur ce territoire. Avec un territoire qui, il y a 3 ans, a été déclaré territoire en fait protégé. On est là à quelques centaines de mètres d'une rivière qui est elle-même protégée et qui est classée Natura 2000. Si demain, par le forage ou par l'exploitation de ce forage, il y a un accident, c'est 7 arrondissements parisiens qui seront privés d'eau potable, qui seront dans une situation, effectivement, où l'eau ne parviendra plus dans de bonnes conditions jusqu'à leur robinet. Et on a là, en fait, un paradoxe incroyable. Vous avez un ministre de la Santé aujourd'hui au gouvernement, qui est monsieur Frédéric Valletoux. Quand il était maire de Fontainebleau, il s'opposait de toutes ses forces à ce projet. Le voilà ministre de la Santé et le voilà qui se tait face à ce projet. Il est temps, là aussi, d'arrêter les incohérences. On ne peut pas, face au gouvernement chinois, laisser tomber le photovoltaïque français et pendant ce temps-là, revenir dans le thermique, dans le forage pétrolier, l'encourager. Il y a là une forme d'aberration et d'hypocrisie et de contradiction avec tout le message qui est adressé par le gouvernement sur la transition écologique. Merci Olivier Faure d'être venu nous voir ce matin, 0826 300 300. Après les infos, vous réagissez, vous intervenez, c'est votre moment. À tout de suite.